Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un acteur et réalisateur passionné de théâtre depuis tout jeune. Il en a fait carrière et ça dure depuis 50 ans. 50 ans. Énumérer ses films serait trop long. Quelques noms ? Allez, Les meilleurs copains, Cuisine et dépendance, Un air de famille, Marius et Jeannette, Le poulpe, Le cœur des hommes, bref. Je m'arrête, ce serait bien trop long. Théâtre, cinéma, télévision, mon invité enchaîne les tournages. Sa carrière a été saluée et récompensée, césarisée, donc nommée à plusieurs reprises aux Molières et tant d'autres cérémonies. Quels sont les secrets d'une carrière qui dure ? Comment perdurer dans le milieu artistique où tout le monde veut prendre sa place et où de nouvelles têtes arrivent et repartent aussi vite dans l'anonymat ? On en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre Daroussin. Bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour vous après 50 ans de carrière ? Oser a été assez facile pour moi parce que je ne rêvais pas tellement. Je ne me projetais pas dans ce métier-là. C'est arrivé vraiment petit à petit. C'est les circonstances qui... disons que j'ai suivi le vent qui m'a porté. Je ne m'imaginais pas acteur ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que j'avais du mal à me projeter dans l'avenir. Je savais simplement que j'allais faire des choses, j'avais une forme de confiance, et puis moi ce qui m'intéressait quand j'étais jeune, c'était de rigoler avec des camarades, quoi. Donc j'étais assez insouciant, pas tellement concerné par le fait de me construire une vie. Donc oui, j'avais pas l'idée qu'il allait falloir que j'assume de me fabriquer un chemin, d'arriver. Non, je prenais les choses les unes après les autres comme elles venaient, sans angoisse de l'avenir, sans me dire qu'il fallait que je bâtisse une vie en faisant... Et donc, du coup, j'avais pas beaucoup de pression. C'était... il s'agissait de rebondir tout le temps, simplement. Et de répondre et d'être disponible. Rebondir, être disponible, répondre aux demandes, c'est-à-dire et aux suggestions. Moi, je me suis retrouvé à faire ce métier-là parce que j'ai suivi des gens qui m'ont proposé de faire des choses. Des rencontres. Des rencontres. J'avais pas, moi, l'initiative de projet, je ne me serais jamais permis d'avoir une initiative. Votre enfance, vous la racontez dans votre autobiographie. Et le souvenir que je garde au cœur aux éditions Fayard. J'aimerais revenir sur les grandes lignes. Vous êtes né à Courbevoie en décembre 1953. Quel genre d'enfance avez-vous eu ? Justement, une enfance finalement assez protégée. On vivait dans un tout petit endroit, ça faisait 18 mètres carrés. J'étais avec mes parents et ma sœur. Donc c'était tout petit, mais c'était quand même malgré tout pas si loin. C'est ce qu'on appelle quand même l'après-guerre. Et l'après-guerre était précaire, je dirais. Vos parents n'étaient pas du tout dans le milieu artistique ? Ah, pas du tout. Non, il n'y avait pas de livres à la maison. Il n'y avait pas de... c'est pas une époque où des gens qui étaient principalement d'origine paysanne et ouvrière. Donc, des gens qui étaient à la tâche, quoi. Des gens qui n'étaient pas dans l'esprit à
Alors, ce qui ne les empêchait pas du tout, d'ailleurs, d'avoir une pensée, une réflexion, et, euh, et malgré tout une culture, mais une culture orale, d'une expérience qui s'était faite sur le terrain. N'avait pas été beaucoup à l'école. Mais j'avais l'impression que tous les gens qui étaient autour de nous vivaient un peu ça. C'était des petites baraques. Alors, il y avait quand même un avantage, c'est qu'il y avait un petit jardin commun, donc, dans lequel les gens cultivaient, les voisins et mes parents cultivaient des légumes. Donc, on mangeait pas mal. Enfin, c'était, voilà, il y avait Collectif, il y c'était avait une assez sorte de simple. collectivité. Oui, il y avait du collectif. Vous avez dit en introduction, vous ne vous permettiez pas de rêver. C'est vachement intéressant parce qu'en 2024, on est dans une société où les gens vous disent osez rêver, réveillez votre audace, et puis cette performance. Vous, pas du tout. Pas de rêve. Vous ne rêviez pas particulièrement à devenir un acteur. Non, j'étais rêveur, mais rêveur contemplatif, rêveur de ce qui était et non pas de ce qui pourrait être. Donc, voilà, je pouvais être très rêveur, je pouvais passer des heures à regarder les nuages et leur forme et comment ils se déformaient et imaginer ce qu'il y avait derrière. Mais voilà, pour le coup, ou, ou de. Oui, je pense que mon esprit dérivait pas mal, mais mon esprit dérivait en fonction d'une réalité observée et non pas en fonction de moi me projeter. Et puis, je vous dis, il y avait pas cette notion qu'il fallait être performant dans la vie. Mes parents m'ont jamais mis de pression sur quoi que ce soit. Ni même les études. Ni même les études. Non, non, non. Je pense qu'ils se disaient. Non, non, je disais qu'ils acceptaient ce que je serais. Voilà, sans plus de pression que ça. Ce qui me paraît être la chose fondamentale quand on élève des enfants. Je pense que leur mettre de la pression pour qu'ils deviennent quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose. L'acceptation de leur individualité. À quel âge arrive le théâtre dans votre vie et comment? Alors, il arrive en fait très jeune, puisque je suis en CE2. Ouais. Je suis en CE2 quand notre institutrice décide avec les élèves de monter de faire un montage avec quelques scènes du Malade imaginaire. Ok. Et on me confie le rôle d'Argan du Malade imaginaire. Alors, c'est certainement parce que j'étais bon lecteur et bon en récitation. Je ne sais pas pourquoi. Alors, faut quand même dire que mon père, qui même s'il n'a pas été plus loin que le certificat d'études et quoi que ce soit, était un excellent conteur. D'accord. Vraiment, il avait vraiment le sens de. Il vous racontait des histoires. Oui, mais même ne serait-ce que pour raconter son enfance paysanne ou son enfance ou quand il est monté à Paris ou quand tout ça était extrêmement imagé, extrêmement visuel. Et puis son engagement, il me semble qu'il y avait un engagement politique. Oui, aussi. C'était évidemment un jeune qui avait envie de remuer la société, en tous les cas qui avait envie de créer une réflexion et de sentir que le monde pouvait être meilleur. Et voilà, tout simplement. Et puis bon, ils ont traversé, c'est une génération quand même. Mon père, il avait 20 ans en 39, donc c'est pas facile. Une après-guerre, on imagine. Donc, donc, c'est vrai que c'était un excellent conteur. Il avait vraiment le sens de ça, du moindre détail, du bouton, du costume, de la façon dont les gens étaient habillés, dans la façon dont les gens se comportaient. Voilà, quand il racontait, lui, son école, comment ça se passait, le professeur, les élèves à côté, quand il racontait le jour où il y a eu l'affiche de la mobilisation générale, alors qu'il était jeune apprenti charcutier, enfin voilà, c'était et sa vie, tout ça, enfin, ça a toujours été très imagé,
Vraiment, c'était. Donc, c'est un bon conteur. Peut-être que j'ai hérité de ce talent. De cette joie des mots et de créer des images et de comprendre le sens des phrases et tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que cette institutrice m'avait confié le rôle d'Argan. Donc là, et j'ai pris ça au sérieux, il fallait trouver un costume, voilà. Donc, on s'est débrouillé pour que j'ai un costume, une robe de chambre, tout ça. Voilà. Donc déjà, j'ai découvert le plaisir de se déguiser, et le plaisir de capter l'attention, puisque comme ça avait pas mal marché, c'était ma première tournée finalement, puisque comme on avait été plus loin que la classe, et on a joué dans toutes les autres classes, et non seulement dans toutes les autres classes, mais même dans les autres écoles communales de la ville. Waouh! Donc le spectacle s'est mis à tourner dans les classes. Premier souvenir alors de transmission d'émotions, de jeu, oui, vraiment, et de public. Vraiment ça. Voilà, de public. Après, c'était one shot. Je n'ai pas renouvelé cette expérience, c'était parce que c'était cette institutrice qui avait eu ce regard sur vous, peut-être. Voilà, peut-être, oui. D'autant plus que son regard était plus loin, parce qu'elle était même venue voir mes parents à la fin de l'année en leur disant, vous savez, il faut qu'ils fassent une carrière littéraire. C'est fantastique. Comme il est important justement de souligner ces rencontres et l'importance de l'éducation auprès des jeunes. Alors, la suite, parce que vous avez fait les cours Florent, l'école de la rue Blanche, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, tout ça est très sérieux. Quand est-ce que ça a démarré? Vous êtes allé jusqu'au bac? Comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas mon baccalauréat. Est-ce qu'on peut dire qu'à 8 ans, vous avez eu envie d'embrasser une carrière? Non, je n'ai pas du tout pensé. Ah. Non, parce que c'est ça, comme je vous dis, c'était vraiment, c'était... Alors, certainement que la vibration et l'émotion que ça m'a procuré est restée en moi, et qu'elle elle pouvait se réveiller à tout moment. Mais bon, moi, comme je vous dis, je cherchais à avoir de multiples expériences, qu'est-ce qui est normal quand on grandit. Donc moi, j'étais bien plus passionné, certainement, même par le football, le ping-pong, par des tas de choses comme ça. Et je passais mon temps et ma vie à ça. Vous alliez au cinéma? Oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais vous n'aviez pas, par exemple, une icône ou un modèle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être Yul Brynner, mais vraiment, ou Steve McQueen à la télévision, peut-être. C'est fabuleux d'entendre ça, parce que souvent les gens nous disent « Ah, j'avais un rêve, je m'envisageais, j'avais une icône. » Vous, non? Non, vraiment pas. J'ai jamais cherché à avoir de modèle. Et alors quand même, avant de rentrer à la rue Blanche, j'ai aussi une expérience, parce qu'en colonie de vacances, on avait un moniteur qui était, lui, élève de la rue Blanche, et qui nous avait fait faire des spectacles. Ça avait aussi assez bien marché, on était une bonne bande. D'ailleurs, dans cette bande de colonie de vacances, j'avais aussi un de mes potes voisins qui s'appelle Patrick Bonnel, qui était mon voisin. On se connaît depuis toujours, quoi. On est nés ensemble. Et qui aussi a fait partie de cette troupe de théâtre qu'on a finalement créée quand on avait 15 ans, et qui nous ont encouragés, enfin la municipalité, on a retapé une salle, on a fait un café-théâtre, et on montait des spectacles quand même. Mais c'est pareil, ça aussi, c'était pas... Je n'envisageais pas d'en faire mon métier, j'envisageais d'en faire... voilà, un loisir, un hobby, un truc comme ça. C'était pas, ça restait tout à fait... Parce que, quand même, c'est ça aussi, maintenant, on a du mal à s'imaginer, mais à mon époque, moi, c'est l'éducation que j'avais eue et ce que j'avais fréquenté, je ne savais même pas tout à fait que c'était un métier, être acteur. Je ne savais même pas que c'était un métier. Le casting n'était pas si démocratisé, il n'existait pas tant de talents, les directeurs de casting étaient moindres, et puis il y avait... Oui, cette idée d'inaccessible. Oui, pour moi, ce n'était pas un métier. C'était pas accessible. Alors, j'en ai quand même pris un petit peu conscience. Un jour, en regardant la télévision, il jouait La Charrue et les étoiles, une pièce de O'Neill. À
l'époque, à la télévision, il y avait Des pièces de des théâtre. pièces de théâtre comme ça. Et il y avait un acteur qui s'appelait Maurice Chevite, euh, que j'ai trouvé fantastique. Et je me souviens m'être dit, ah, ça doit être formidable de faire ce que fait cet homme-là. C'est donc un métier. Donc là, j'ai eu un petit truc comme ça, que ça pouvait être un métier. Après, j'ai fait d'autres expériences, j'ai travaillé à droite, à gauche. J'ai travaillé avec mon père qui était étameur, qui avec le temps était devenu étameur. Et je travaillais avec lui à l'atelier pendant assez longtemps. Qu'est-ce que c'est, étameur? Étameur, c'est de la protection des métaux, c'est tremper des pièces dans un bain d'étain en fusion. Donc vous avez fait ça longtemps? Oui, j'ai fait ça de 2 ans et demi à peu près. Ouais. 2 ans et demi. Et alors, à quel moment vous avez le déclic où vous dites, je vais me former? D'après vous, la formation, justement, est-elle primordiale pour devenir acteur? Ce qui est primordial, c'est de rencontrer d'autres jeunes qui veulent faire la même chose que vous. C'est ça qui est extrêmement important et d'avoir envie c'est de se créer un lien. C'est évidemment que ça ne se fait pas on ne peut pas se développer tout seul comme ça. Il faut avoir des conversations sur qu'est-ce que c'est que tel rôle, tel personnage. La rencontre avec les comédiens, donc. Avec les comédiens, oui. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment intéressé. C'est-à-dire que c'est moi, à une discussion avec une amie qui, elle, avait connu comme ça le cours Florent, qui à l'époque était à Puteaux. C'était au tout début du cours Florent. Et elle m'a parlé comme ça de ce-là. Où il y a un rassemblement de gens qui ont envie de faire du théâtre. Donc ça m'a intéressé de la suivre là-dessus, d'aller voir comment c'était. Entre-temps, ça avait bougé et c'était rue Rodier, ici, dans le 9e arrondissement. Et donc, je me suis pointé à ce cours Florent, qui était un tout petit cours. Il y avait 40, je crois, il y avait 40 personnes qui étaient là, et qui n'étaient même pas là tout le temps. Ça se passait dans un cours de danse que François Florent partageait avec un maître de ballet qui donnait des cours de danse dans cet endroit. Je me souviens de Patrick Dupont. Le danseur, Patrick Dupont. Qui était donc un jeune danseur on attendait qu'il ait fini son cours, on le voyait travailler, danser incroyable, avant de démarrer le cours Florent. Ça paraît fou. Oui. Et donc là, c'est les cours Florent. Oui, là, c'est le cours Florent. Bon. Donc ça prenait quelle place dans votre vie? C'était à plein temps? Non, je travaillais encore avec mon père. D'accord. Et je prenais ma voiture. J'avais une voiture. Je prenais, parce que je gagnais ma vie en travaillant. Et je prenais ma voiture le soir, après le travail, pour venir au cours Florent, que c'était le soir, le cours. Donc ça tombait bien, c'était pas dans la journée. C'était le soir, donc j'allais au cours le soir, après le travail. Voilà. Et là, vous avez reçu une formation, découvert les textes, découvert le jeu, voilà, j'imagine. D'un coup, je me suis mis donc à lire des pièces. Vous qui disiez que vous aimiez les mots. Voilà, je me suis mis à lire des pièces, puisque j'avais pas une grande culture de théâtre. Je me suis mis à lire des pièces, à voir des spectacles, parce que finalement, il y a une exigence. C'est aussi ça, le fait d'avoir un cours, c'est qu'il y a des gens qui vous disent travaille telle scène à tel moment avec un tel. Bon. Donc déjà, on fait des rencontres de quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Et puis, il faut se mettre dans la posture de découvrir un texte, de l'apprendre, et puis d'essayer d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les balbutiements d'une école, d'un cours de théâtre, mais c'est comme ça que ça se passait. Et bon, ça s'est fait assez rapidement. J'ai fait ça pendant une année. Ouais, c'est ça, c'était en 74. Puis en 75, à la rentrée en 75, j'ai passé le concours de la Rue Blanche, et puis je l'ai eu. Donc je suis rentré à la Rue Blanche. Donc là, à partir du moment ça devient sérieux. C'est-à-dire que là, j'arrête de travailler. Ouais.
parce que les cours sont toute la journée. Et là, ça devient concret. Je vais en faire mon métier. C'est une école d'État, donc d'un seul coup, à partir du moment où ça y est, donc là, on est dans une filière de formation, vraiment. Donc oui, je me dis que je vais essayer d'en faire mon métier. Je commence à rencontrer des gens, je commence à en parler, et donc je sais aussi la difficulté que c'est d'en faire son métier. Je commence à en prendre conscience, mais alors c'est là-dessus où ça se rejoint, le côté va vers ton risque, va vers ton rêve. C'est à ce moment-là où ça démarre. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui vous disent c'est pas facile, il y en a beaucoup, il y a peu d'élus, ou même parce que déjà à l'époque on pouvait dire ça. Moi, il y a une forme d'inconscience que j'ai toujours, qui est que bon, on verra bien. Allons-y. De toute façon, c'est pas grave. Si ça marche pas, je ferai autre chose. J'ai pas de. Mais voilà, l'aventure me semble tout à fait plausible et possible. Jusqu'à faire le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est pas rien. Après une année de rue Blanche, je rentre au conservatoire. Oui. Donc en fait, vous êtes finalement labellisé à cette époque. Et donc ça commence. En même temps, je veux dire, au conservatoire, bon, alors c'est un concours qui est difficile. C'est extrêmement exigeant. On était 1000 à l'époque et ils prenaient 12 garçons, 12 filles. Bon, je crois que maintenant c'est encore beaucoup plus difficile. Mais à l'époque, il y avait, je crois, 1000 et quelques, 1080, je ne me souviens plus exactement. Et donc, je réussis ce concours. En même temps, d'ailleurs, que mon camarade Patrick Bonnel, avec qui j'étais, que j'avais ramené avec moi à faire du théâtre, et qui était mon voisin et avec qui je faisais du théâtre quand on était adolescent, quoi. Et lui, il réussit le concours aussi en même temps que moi, la même année. Et donc, on rentre au conservatoire. Et là, je sais pas, coup de bol, il y a une bonne bande. Et il y a je m'entends très bien avec tous les élèves, avec les profs et tout ça. Et je trouve ça merveilleux de passer 3 ans dans cette école, quoi, vraiment. Donc ça y est, c'est parti. Il y a quelque chose Jusque-là, à part des scènes dans le cadre de l'école, rien de professionnel. Vous n'aviez rien commencé, aviez... Si. Peut-être pas. Non. Moi, j'ai noté émission Péplum sur Antenne 2 à l'époque. Oui, mais c'est pas professionnel. Ça, c'était l'émission c'était une émission qui faisait un reportage sur le cours Florent. Voilà, c'est ça. Donc en faisant un reportage sur le cours Florent, il avait pris 2-3 élèves en leur disant tu feras mais un c'est truc, vous qu'on avait mis en avant. Oui, enfin il y avait d'autres élèves. Il se trouve que maintenant sur Internet, on va pas chercher, mais il y avait des élèves qui passaient des scènes aussi. Il se trouve que Lina a ressorti cette scène où moi je faisais un exercice de diction, mais voilà, il n'y avait pas que vous. Il n'y avait pas que moi. Alors le premier souvenir professionnel, il me semble avoir entendu que vous n'aviez jamais passé de casting. Oui, est-ce possible? Oui, c'est possible. Ça me paraît dingue. Mais parce 50 ans de carrière, tous ces films que je ne peux pas énumérer, pas un casting passé? Non, alors les castings se passaient très différemment. Enfin, je n'ai pas fait. J'ai passé des castings, évidemment, puisqu'il faut bien être casté pour faire un film. Mais je n'ai pas fait d'essai. Il n'y a jamais eu d'essai. C'est-à-dire que quand j'ai commencé quand je suis sorti du conservatoire en 79, alors j'avais déjà fait en 77, 78. Alors j'avais déjà quand même travaillé au théâtre en professionnel dans une compagnie qui s'appelait l'Ensemble Théâtral de Lyon, qui était le metteur en scène, c'était Jean-Louis Martin Barbaz, qui après a créé le théâtre École d'Asnières. Et avec Jean-Louis, on avait monté un spectacle qui s'appelait Les Faux Bons Hommes. Donc ça, c'est théâtre. Ça, c'était au théâtre et c'était en 77, mais j'étais déjà rentré au conservatoire. Est-ce qu'à l'époque, on distinguait le comédien de théâtre et le cinéma, ou est-ce qu'un comédien théâtre pouvait jouer au cinéma?
on distinguait, oui, entre nous, parce que il y avait une espèce de noblesse à faire du théâtre et on regardait un petit peu de haut ceux qui faisaient du cinéma. C'est-à-dire que... Il y avait une notion élitiste et intellectuelle dans le théâtre. Dans le fait de faire du théâtre, oui. Oui. Comme dans toutes les écoles supérieures d'État, les élèves qui sont là-dedans ne se prennent pas pour de la merde. Non, mais vous voyez, quand on rentre au conservatoire... Mais oui, mais quand on étudie Tchekhov, La Mouette et tous ces grands classiques, que voulez-vous? Donc il y avait cet élitisme intellectuel qui appartenait au théâtre. Enfin, intellectuel, pas spécialement, mais disons culture. Que la notion que le travail au théâtre est le vrai travail du comédien. Et que au cinéma, on est utilisé pour ce qu'on est, pour ce qu'on peut avoir la chance d'être et tout ça, mais que ça demande moins d'engagement et moins de travail pour l'acteur, pour celui qui est... Voilà, et que beaucoup de choses... Et d'ailleurs, ça continue à être vrai. C'est ce que j'allais vous dire, l'exercice du comédien qui joue tous les soirs comme vous, on va en parler un peu plus tard, n'est pas le même... qu'au cinéma, même si le cinéma est un travail avec toutes ces difficultés. Mais c'est énorme, c'est un engagement formidable, mais il faut atteindre un certain niveau pour que cet engagement soit quand vous êtes content de faire un jour ou deux sur un tournage, vous faites pas réellement votre métier d'acteur, c'est pas totalement ça. C'est insuffisant, je dirais, pour vraiment ressentir qu'est-ce que c'est que le fond du travail, comment... Alors évidemment, au théâtre, on va beaucoup plus loin, les répétitions peuvent durer très longtemps, donc on va chercher à faire des choses qu'on ne sait pas encore faire, des choses pour lesquelles on n'est pas tout à fait répertorié. Alors en plus de ça, quand on est jeune, moi j'ai joué plein de fois des rôles qu'on ne me donnerait jamais au cinéma, parce que d'abord, soit je n'avais pas l'âge du rôle, soit mon physique ne correspond pas, soit... Enfin, il y a des tas de choses. Au théâtre, on peut s'amuser avec tous ces codes-là, et donc, du coup, enrichir totalement sa palette et aller beaucoup plus loin dans tout un tas de styles de jeu. Moi, j'ai évidemment abordé le bouffon, le clown, le grotesque, des tas de styles qui, si on faisait ça au cinéma, les gens se diraient mais c'est quoi ce film? Ce serait, voilà, le cinéma. En plus ça, implique une forme de réalisme, de naturalisme. Que c'est souvent ce qu'on demande aux acteurs de ne pas en faire beaucoup et tout ça. Alors qu'au cinéma, des fois, on a le droit à faire des caricatures énormes et à s'amuser considérablement. Donc évidemment qu'on explore, on s'explore soi-même de façon beaucoup plus importante au théâtre qu'au cinéma, évidemment. J'ai noté que votre premier film, c'est Psy de Philippe de Broca. Oui, alors ça, c'est vraiment le premier film quand je suis sorti du conservatoire, mais j'avais tourné dans Coup de tête pendant que j'étais au conservatoire en 77. J'avais tourné dans Coup de tête de Jean-Jacques Hano, où j'avais 2 scènes. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais été vraiment très, très déçu. Je me suis dit, je vais retourner au théâtre, parce que si c'est pour faire... alors que j'avais quand même 2 scènes avec Patrick Devers, ça aurait été... Qu'est-ce qui vous avait déçu? Je n'avais pas grand-chose à faire, quoi. J'avais trouvé que c'était facile. Patrick Devers était une icône à l'époque. Oui, mais moi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est mon travail. C'est ça. J'étais content de le rencontrer, mais bon, voilà, c'est Patrick Devers, c'est pas moi. Donc, je suis pas fasciné. Même si il se trouve qu'après, on s'est connus un peu mieux et tout ça, mais c'est un type que j'aime beaucoup, puis c'est un acteur absolument génial. Vous incarnez pour moi le comédien, c'est-à-dire que c'est l'amour du jeu, l'amour des mots. Mais ce qui m'intrigue, revenons sur les castings. Comment ça? Pour Philippe de Broca, vous avez passé un casting? Oui, mais c'est-à-dire que j'ai été convoqué dans son bureau et on a discuté. Voilà, mais sans faire d'essai, sans passer d'essai. Et je vous dis, j'avais même... Alors à la fin, ils m'ont demandé de laisser photos. J'ai dit, mais j'en ai pas de photos.
Vous n'avez pas de photos? Ben non, j'ai pas de photos. Puis bon, moi, j'avais même pas d'agent, tout ça, donc j'en ai eu juste après pour ça, mais j'avais pas de photos, donc j'étais descendu faire des photos matons dans le métro pour laisser. Quand on sait aujourd'hui l'exigence qu'on demande aux comédiens par rapport à leurs photos, ceci Alors, naturel il y en avait noir très blanc. peu de personnes qui faisaient du casting. Il y avait Margot Mm. Capelier et elle commençait, Dominique Besnéer, avec qui d'ailleurs j'étais à la Rue Blanche auparavant, commençait à être son assistant et commençait sa carrière de casting. Mais franchement, à l'époque, c'est surtout les assistants et les metteurs en scène eux-mêmes qui connaissaient les acteurs et qui allaient au théâtre, ou les assistants allaient au théâtre pour aller dénicher des C'est jeunes ce qui a acteurs. peut-être changé aujourd'hui en 2024, c'est qu'à cette époque, les assistants ou ces directeurs de casting que vous Mhm. nommez se déplaçaient, allaient voir les pièces de théâtre et allaient au cours, assister au cours. Et on allait pêcher les Oui, comédiens ils allaient en chercher, bien sûr, formation. en formation. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement, les agents, les directeurs de casting ne savent même plus où aller. Donc il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Le Poulpe, quel film! Oui, oui, c'est pas mal. Comment ça s'est passé? Pareil, une rencontre, un casting? Non, il n'y a pas de casting. Là, le Poulpe, c'est le producteur, Charles Gassot, avec qui on venait de faire Un air de famille. Et c'est lui qui a suggéré mon nom à Guillaume Niclou. Et voilà, et Guillaume Niclou a dit OK. Et le film s'est fait comme ça, mais je n'ai pas fait ni d'essai Pareil. ni de casting. Vous parlez d'un air de famille de Cédric Clapiche qui vous a tout de même permis de recevoir le César du meilleur acteur dans un second rôle. Quel souvenir vous en gardez? Le César, c'est pas rien. Si, c'est rien. C'est pas C'est-à-dire. grand-chose en tous les cas. Mhm. Je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais pour moi, ça ne compte pas énormément. Euh, je trouve que c'est une volonté de mettre de la hiérarchie dans un endroit où il n'y en a pas. Récompensé pour le travail fourni, non, ça vous parle Mais pas. ça ne veut pas dire Ça ne veut grand-chose. rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, d'abord, surtout au cinéma, encore à la limite au théâtre, mais au cinéma, on sait tellement quelle est la part. Quand on a réalisé un film comme moi, par exemple, on sait à quel point les acteurs peuvent être considérablement améliorés au montage, on peut énormément, on peut rendre un acteur vraiment très bon. Mm. Et alors qu'au au théâtre, quand même, l'acteur doit faire la performance tous les soirs. En direct. Enfin, en tous les cas, il doit la faire tous les soirs. Donc déjà, les gens qui peuvent voter, ils vont pas vous voir le même soir. Mm. Alors qu'au cinéma, bon, on va juger sur, on va juger sur quelque chose que ça y est, c'est mis dans la conserve, c'est mis dans la boîte, Mm. et ça a été travaillé, ça a été. Alors, je pense que le César, c'est très important pour la carrière, pour le C'est ça, commerce, il semblerait, voilà, pour il l'industrie, semblerait qu'il y ait un avant et après, pour l'industrie du que le cinéma. comédien devient Voilà. un peu plus bankable. Alors oui, Il y a une réalité économique. oui, mais alors c'est pareil, être bankable, c'est quelque chose qui, à certains moments dans votre carrière, peut être assez important, mais c'est surtout important pour les gens qui veulent faire des films. Mm. C'est-à-dire que c'est pas tellement important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir des bons rôles. Mm. Mais moi, être bankable, je m'en fous un peu, c'est pareil. Ce que je veux, c'est rencontrer des personnages et rencontrer des auteurs. Des projets, des histoires. Projets, tout ça. Moi, c'est arrivé plein de fois de faire des films. Être bankable, ça veut dire qu'on peut mettre, qu'on va vous faire confiance, on va mettre que les gens vont mettre de l'argent pour le film. Mm. Donc, être bankable, un acteur bankable, c'est surtout important pour les auteurs. Mm. Donc, moi, ce que à un moment donné, quand j'ai compris ça, oui, ça ne m'a pas dérangé d'être un acteur bankable. Ça ne m'a pas dérangé parce que je savais que ça allait servir à des camarades comme Robert Guédiguian, choses comme ça, qui même s'il n'en avait pas besoin après le succès de Marius et Jeannette, mais avant Marius et Jeannette, c'était quand même pas mal
d'essayer d'être... parce que c'est quoi être bankable? Ça veut dire qu'après, dans la promotion, les chaînes de télévision vont vous inviter dans les émissions pour parler du film. Ce qui est important, parce que dans la forêt qui est de plus en plus dense des films qui sortent, il y en a 19, 20, 22 même, je crois, cette semaine, des films qui sortent chaque semaine. Il faut que le produit se fasse remarquer. Pour que le produit se fasse remarquer, il faut en parler à la télévision, il faut en parler à la radio, il faut en parler dans les journaux. Donc il faut que les médias relaient ça. La télévision, il y a de moins en moins d'émissions culturelles sur le cinéma. À la radio, encore ça fonctionne encore un peu, mais et dans le journal, ça va être surtout des critiques. Bon, il va y avoir quelquefois des avant-premières ou une page dans les journaux où vous allez raconter votre expérience sur le film et tout ça, et que pour essayer de donner envie aux gens d'aller voir le film. Et les magazines de cinéma sont souvent devenus un site internet. Et donc, être bankable, c'est ça. C'est ça, être bankable. C'est-à-dire que les financiers qui vont mettre de l'argent savent qu'au moins le film va avoir une couverture médiatique. Parce qu'il y a un tel qui est dans le film. Et que, du coup, les journalistes vont s'intéresser. Parce que les journalistes, ils ont aussi cette problématique-là. Il faut qu'ils vendent, il faut que leur chaîne fasse de l'audience, il faut que les radios soient écoutées et il faut que les journaux se vendent. Et si on prend quelqu'un qui n'est pas connu, ils ont peur que ça ne va pas attirer les gens. Parce qu'on est basé sur une société industrielle qui ne fonctionne qu'au produit. Voilà, les gens vont manger McDo parce qu'ils savent ce qu'ils vont manger. Bon, alors, petit à petit, c'est difficile il y a une grande responsabilité de la part des spectateurs de ne pas être assez curieux. De ne pas être assez curieux pour aller voir des choses qu'ils ne connaissent pas. Des choses qui vont leur faire découvrir un truc alors parce que pour eux, ils se disent, bon, il y a quand même, je paye ma place, j'ai envie aussi d'avoir une espèce d'assurance que ça risque de ne pas être trop mauvais. Mais quand vous allez manger dans un restaurant ou un truc comme ça, parfois, au contraire, vous payez même plus cher pour manger de l'originalité. Donc, et bon, alors de temps en temps, vous retombez sur vos pattes et vous allez manger dans un truc de produit que vous connaissez, parce que là, au moins, vous serez pas surpris. Mais même si c'est pas bon, tout le monde y va, donc c'est pas grave. Sans le vouloir vraiment, pourtant, vous avez eu de nombreux succès. Marius et Jeannette, n'en parlons pas. Ça a été un succès dingue. Ça a été un succès inattendu. Inattendu et vraiment, on ne parlait que de ce film. Vous étiez invité absolument partout. Est-ce que ça a bouleversé quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'à un moment, vous êtes pris un peu au sérieux? Vous savez, ce milieu du cinéma, cette famille du cinéma. Est-ce que vous êtes un peu tombé dans le truc? Non, vraiment, parce que vraiment, comme je vous dis, je ne m'occupe pas de ce système-là. Moi, je ne m'occupe que d'essayer de trouver ce qui, en moi, va me permettre de m'améliorer. C'est ça qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous avez toujours gardé ce sens et cet amour pour le jeu. Vous êtes actuellement au Théâtre Antoine, dans Inconnu à cette adresse, aux côtés de Stéphane Guillon. Une mise en scène signée par Jérémy Lippmann, qui rencontre un grand succès actuellement. Je vais vous laisser le présenter, c'est un sujet d'actualité. Il semblerait, vous nous racontez le sujet? C'est tiré d'un livre qui a eu un énorme retentissement, il y a beaucoup de succès aux États-Unis quand il est sorti. C'est un livre qui a été écrit en 1938, donc un livre incroyablement prémonitoire. Et où on découvre d'ailleurs que finalement, il y avait quand même des Américains qui savaient déjà que ça existait, les camps de concentration. Et donc, Cressman Taylor, qui a écrit ce livre, entre parenthèses, c'était une femme, mais elle a pris un nom d'homme parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas traiter des sujets sérieux si on était une femme. Donc, on lui a conseillé de prendre un nom d'homme pour sortir son livre. Et ce qu'elle a fait. Encore une fois, un sujet d'actualité. Voilà. Et donc c'est une relation épistolaire entre deux amis qui étaient associés à San Francisco pour tenir une galerie d'art. L'un est retourné en 1932, à la fin de 1932, début des années 1933,
euh, en Allemagne pour y élever sa famille parce il est allemand, et l'autre est resté à San Francisco. Voilà. Celui qui reste à San Francisco est juif, et celui qui est parti en Allemagne est un Allemand qui est non juif. Et, euh, et petit à petit, celui qui est reparti en Allemagne est contaminé, on va dire presque. En tous les cas, il est endoctriné et il adhère totalement à l'idéologie nazie. Et donc, il y a une grande séparation. Cet échange de lettres témoigne de cet endoctrinement et de la sidération du personnage que j'interprète, qui est Max Eisenstein, qui est lui resté à San Francisco. Alors bon, il y a des histoires intimes entre tous les deux, puisqu'il y avait une histoire d'amour entre ma sœur, la sœur de Max Eisenstein, et Martin Schulze, l'allemand. Et donc, tout ça va arriver à créer... ça va jusqu'au drame, quoi. C'est vraiment... C'est tout à fait dramatique entre ces deux personnages, mais c'est relaté par cette relation épistolaire, c'est écrit, c'est remarquablement bien écrit. Et bien joué. Vous venez de commencer, Oui. La salle est comble. L'œuvre en elle-même peut-elle être distincte de l'actualité? Oui, parce qu'elle elle a été écrite pour répondre à une angoisse. Donc c'est en cela que cette angoisse, il se trouve qu'elle ressurgit de temps en temps, assez même régulièrement, hélas. Donc du coup, quand on remonte cette pièce, quand on la fait, mais elle est tout le temps montée un peu, la pièce. Hein. C'est quelque chose qui est joué assez souvent. Moi, je l'avais déjà joué il y a 10 ans, donc c'est monté régulièrement, parce qu'on sent bien que régulièrement, il est nécessaire de faire résonner cet éclairage que cette pièce apporte sur qu'est-ce que c'est que l'endoctrinement, et qu'est-ce que c'est que le racisme, et qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme. Donc évidemment, cette pièce-là, elle résonne, mais elle résonne à toutes les époques, elle est nécessaire à toutes les époques. Bon, il y a des époques où les gens se sentent un petit peu plus concernés, parce que l'angoisse monte, et l'angoisse est plus forte, quoi, voilà. Vous prenez du plaisir chaque soir? Oh, oui, bah moi, de toute façon, être sur scène, c'est un moment... C'est votre place. Oui, moi, je me souviens, mon père m'avait dit ça, et il n'avait pas tort. Parce qu'en fait, quand même, moi, j'avais quelques réticences quand j'étais jeune et que je travaillais avec lui à l'atelier, à me lancer dans cette carrière. Mais j'avais déjà fait quelques spectacles comme ça, en amateur, que mon père avait vu. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu devrais y aller quand même, parce que quand tu es sur scène, tu es comme si tu étais en chaussons. C'est joli. Et c'est vrai que même avec le temps, c'est vrai que c'est pour moi un moment en dehors du temps, en dehors justement de toute pression, curieusement. Curieusement. Curieusement, c'est un champ d'expérience, c'est un endroit d'écoute, c'est un endroit de regard. C'est un endroit où, pour moi, l'ego n'existe plus. C'est important, ça, pour les comédiens, la notion c'est d'ego. vrai, l'ego n'existe. Mais oui, mais c'est ce que j'essaie de dire tout le temps. C'est pour ça que tout ce qui est, justement, comme les Césars, tout ça, qui flatte les égos, qui se fait de machin comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le métier. C'est bon pour les financiers, mais pas pour le métier d'acteur. Il faut pas s'arrêter là. Alors, ça peut encourager. On peut se dire, ah, putain, voilà, les gens m'aiment bien. Mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment pas ça le plus important. Le plus important, vraiment, c'est ça. C'est d'arriver à capter ce moment, mais comme un instrumentiste, comme quelqu'un qui a arrivé à être dans la vérité de l'instant,
Voilà, dans La cette vérité vérité-là. de l'instant. La vérité de Quel l'instant. conseil vous pourriez donner aux membres de casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre, justement? Forme-toi, trouve un agent, passe des castings. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Le conseil de Jean-Pierre Daroussin. Trouve des copains qui ont envie de faire la même chose que toi. C'est, je pense que moi, toutes les expériences de troupe d'entreprise, parce que en fait, ce qui est assez nécessaire, c'est évidemment de faire sa propre petite entreprise. Euh, et cette petite entreprise, elle a besoin de soutien. Et souvent, les soutiens, c'est des gens qui ont envie de faire la même chose que vous. Donc, moi, ça a toujours été ça, de rencontrer des auteurs avec qui on travaille en commun, avec qui on essaie d'écrire des textes, des camarades avec qui on se dit tiens, on va essayer de faire ça. Voilà. D'un seul coup, la prise d'initiative qui est nécessaire au fait d'avancer dans ce métier, et non pas parce que si on attend que non, il ne se passe pas grand-chose. La prise d'initiative, elle est formatrice. Après, évidemment, il y a certaines qualités intrinsèques qui peuvent se développer, mais qui sont quand même assez nécessaires au départ. Alors, il y a l'intelligence du métier déjà, c'est-à-dire savoir ne pas trop écouter ses maîtres, savoir réfléchir un peu par soi-même, de comprendre quelle est sa propre sémiologie, quels signes vous envoyez au spectateur. Pour moi, alors ça, c'est ma façon à moi de concevoir les choses, mais de quelle façon on peut créer de l'émotion en face pour les gens, et toujours être dans l'idée que les spectateurs doivent prendre du plaisir et de l'émotion à vous regarder et à décrypter le message que vous essayez de faire passer par différentes formes. Ça, c'est assez important. Alors, pour ça, il y a des qualités qui font que la qualité première d'un acteur, c'est d'avoir un regard, un visage, un sourire, un corps, une gestuelle qui reflète exactement la réalité de sa pensée au moment où voilà. Ça, de l'authenticité. Voilà, ne jamais trafiquer ce moment-là, de cette authenticité-là. Et voilà, il y a des gens qui ont ce don-là, on lit à travers leur regard, on sait ce qui se passe dans leur tête. Bon. Une question difficile pour vous. J'imagine que vous en avez beaucoup, mais racontez-moi le plus beau souvenir dans votre carrière. Au moins un. Difficile quand on a 50 ans de carrière. On avait monté alors avec une troupe qu'on avait créée qui s'appelait le Théâtre du Chapeau Rouge, avec Catherine Fro, Pierre Pradinas, Thierry Gimnez, tout ça. On était partis, on avait créé un spectacle qui s'appelait Gevrey-Chambertin, qui était une écriture collective, avec Alain Gautret aussi, et qui racontait un peu un mélange de nos enfances, de nos vies à chacun. Et voilà, on a joué énormément de fois, ça a eu beaucoup de succès, on a joué partout en France et partout en Europe. Et j'ai un souvenir, voilà, à Varsovie, au Grand Théâtre de Varsovie, qu'ils appellent le Cadeau, parce que c'était un théâtre offert par Staline au peuple polonais. Et on a joué, voilà, ce spectacle, on était avec les musiciens, c'était les frères Marqueur. Et à la fin du spectacle, on n'a jamais pu arrêter les applaudissements du public, qui ont duré facilement une demi-heure. On était largement retournés, on était déshabillés, on était dans les loges, les gens étaient toujours debout à applaudir. Et on est revenu plusieurs fois sur scène. Il y avait une émotion qui s'est dégagée, qui s'est propagée dans le public. Alors bon,
ils étaient en état de siège, c'était sous Jaruzelski, tout ça. Donc il y avait une émotion de la part des spectateurs aussi qui était décuplée par la situation politique de l'époque en Pologne. Mais c'était un moment incroyable à vivre. J'en ai une autre aussi alors, qui concerne un truc qui est très très curieux que je veux bien vous raconter. Puisqu'on a tout le temps finalement. Oui. Le- Je reviens à cette anecdote à Varsovie. Oui. Ça a dû plaire à votre papa, ouvrier communiste, je me trompe? De quoi? De jouer à Varsovie? Oh, je crois ça faisait un certain temps qu'il s'en occupait pas tellement. Tout ça. Alors cette deuxième anecdote. Alors, j'étais sur scène au Théâtre Antoine avec Jean-Pierre Mariel, Hippolyte Girardot et Anne Brochet. Et on jouait une pièce qui s'appelait La Terrasse de Jean-Claude Carrière, qu'on a joué assez longtemps aussi, 2 ans. Et un jour, on était sur scène tous les 4 et on entend au fond de la salle « Je vais mourir, regardez mes dessins, regardez mes dessins ». Ça nous trouble un peu. Vous êtes en plein jeu. On est en plein jeu, on est en train de jouer la scène, on était tous les 4 sur scène. Et on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, on continue un petit peu à jouer. Et puis, ça se rapproche, et toujours. Et arrive une personne qui continue à dire, regardez mes dessins, je vais mourir. Bon. Et cette personne arrive à un moment donné, et elle monte sur scène. Donc, quand même, on s'interrompt. Elle arrive, et il y avait Jean-Pierre Mariel était assis sur un canapé au centre. Elle va le voir, elle l'embrasse, elle lui dit, regardez mes dessins. C'était un peu troublant. Le rideau se baisse, on éloigne la personne dans les coulisses et le rideau se remet et nous on recommence, on continue la scène. Les gens pensaient, beaucoup ont pensé que c'était fait exprès. Oui, parce que comme il y avait quand même un peu de surréalisme dans cette pièce de Jean-Claude Carrière, donc les gens pouvaient penser qu'il y avait un petit moment de trouble comme ça, mais ce n'était pas du tout le cas. Mais bon, il y avait pour nous une tension dramatique assez forte. Et donc, quand on a terminé le spectacle, on a commenté l'événement entre nous 4. Et d'un seul coup, entre nous 4, on a vu qu'on avait eu exactement la même vision, tous les 4. Qui était? Que notre imagination avait créé le 4e mur, qu'il existait vraiment. C'est-à-dire que vraiment, quand cette personne est montée sur scène, on a eu tous les 4 la même image d'un film plastique qu'elle était en train de déchirer et qu'elle passait à travers un film plastique. Et tous les 4, on s'est regardés, on a dit, mais on a eu tous les 4 la même imagination au même moment. D'un film plastique qui se déchire comme ça, qu'elle traversait un espace en traversant... C'est troublant d'avoir la même imagination à 4, d'avoir la même image sur une image totalement fictive et d'imagination. Mais donc, le 4e mur existe. Donc, on est protégé quand on est sur scène, il faut le savoir. C'est magnifique. On va terminer sur ça. Qu'est-ce que vous diriez au petit garçon de 8 ans, celui qui était en CE2? Qu'est-ce que vous lui diriez? Continue à être totalement inconscient de ce que tu vis et d'être insouciant, pas inconscient, mais insouciant, pardon. Être insouciant, continue à être absolument insouciant. Ce qui est très difficile pour les jeunes à l'heure actuelle. J'ai une de mes filles qui fait des documentaires, qui fait des films et qui a récemment fait un de ces films où elle dans les cours de récréation, sur les élèves de 4e, 3e. Quel en était le sujet? Eh ben, ça, de faire parler les adolescents, comment ils vivent la 4e, 3e, quoi, à peu près, comment la préadolescence, qu'est-ce qui se passe sur l'avenir, sur la société, qu'est-ce qu'ils en pensent, leur relation à l'amour, leur relation, enfin tout ça avec leurs profs et tout. Internet, voilà, tout ça, Internet et tout. À cette course à la production. Voilà. Et ben, quand on regarde ce documentaire, vraiment, on voit que les enfants sont très angoissés. Et ça fait peur, quoi. Très angoissés par l'avenir, vraiment. Ce que, justement, j'ai dit à ce garçon de 8 ans, ce que moi j'ai vécu une époque où on ne l'était pas du tout.
moment, on n'avait qu'une envie, c'était de partir en voiture en Afghanistan, ce qu'on pouvait faire très facilement. Je comprends que ce soit un peu plus dur maintenant, mais tout est plus dur. Donc, on a créé une société de méfiance, alors qu'on était dans une société de confiance. Et de hashtags, et de violence. On parle beaucoup de violence sexuelle, notamment le MeToo garçon dans le cinéma, Vanina Giaconte, l'inceste. C'est vrai que nous sommes dans un monde extrêmement violent avec beaucoup trop d'informations et pour moi, vous incarnez réellement la quintessence du comédien telle qu'elle, la formation, le jeu, mais l'amour du jeu et non pas cette course à la médiatisation. On vous retrouve au Théâtre Antoine dans Inconnu à cette adresse aux côtés de Stéphane Guillon, une mise en scène signée par Jérémy Lippmann. Merci Jean-Pierre Daroussin pour ce délicieux moment et à très bientôt au théâtre. Eh ben d'accord.